Bonjour à toutes, tous. Je m'appelle Bénédicte Mal et je suis chef de secteur finances publiques à la Direction générale de partenariats internationaux de la Commission européenne. Et c'est un honneur d'être votre modérateur aujourd'hui pendant ce séminaire international sur la gestion des finances publiques au XXe siècle, XXIe siècle, avec le titre « Tirer parti des données pour une meilleure formulation des politiques ». C'est avec grand plaisir que je vous souhaite le bienvenue à cet événement et au lancement virtuel du premier rapport mondial sur la gestion des finances publiques. L'événement aujourd'hui fait partie d'une série de séminaires, hier en anglais, aujourd'hui en français et demain en espagnol, qui soulignent la dimension internationale et qui marquent aussi le 20 ans de l'initiative PEFA. La session aujourd'hui va se dérouler de la manière suivante. Il y a la partie ouverture et puis le secrétariat PEFA va présenter les rapports globaux, enchaîné par une session plénière avec 3 intervenants qui vont discuter le défi actuel rencontré dans ces domaines et comment on peut utiliser ces rapports et ces données pour mieux répondre à ces défis. Les panélistes seront Madame Hélène Barrois, experte principale en finances publiques, département de la gouvernance et du financement des systèmes de santé à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis Abdoulaye Traoré, qui est le coordinateur de la cellule d'appui à la réforme des finances publiques à la République du Mali. Et puis Nicolas Lécrivain, qui est chef de projet gouvernance financière de la direction des opérations de l'Agence française de développement. Ensuite, continuer avec une session pour de questions et des réponses. Je vous prie de mettre vos questions dans les chats, comme ça on peut suivre ça à la fin. Vous pouvez déjà poser des questions aussi pendant la discussion. Le PEFA est vraiment devenu l'outil de diagnostic de gestion des finances publiques des références le plus largement utilisé, pas seulement pour mesurer des performances de gestion des finances publiques, mais aussi comme point de départ pour définir les priorités des réformes. Ceci pour la ville de Bruxelles autant que pour le Mali ou le Guyana. Mon expérience personnelle du PEFA au Cameroun, par exemple, m'a appris que le processus de l'exercice autant important que les résultats. Une compréhension conjointe des problèmes est une base essentielle pour mettre en œuvre un plan de réforme. C'est développé pendant ces années et inclut maintenant le PEFA Check qui offre des possibilités supplémentaires comme des modules genre et climat. Et PEFA a enfin permis de mesurer combien un système de gestion des finances publiques est robuste et ce qui est essentiel pour faire face à une crise de l'ampleur du Covid-19. Le rapport présenté aujourd'hui est une véritable d'or pour les universités et pour les praticiens. Et je me réjouis de demander à Guillaume Brûlé du secrétariat PEFA de commencer avec la présentation. Je vais juste peut-être aussi signaler qu'on vous demande d'éteindre vos caméras et micros pendant la session et que la session est enregistrée. Avec cela, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte. On va commencer par vous présenter une vidéo de présentation Unmute, Guillaume. C'est la dernière fois que je ne me unmute pas. Bonjour à tous, donc merci beaucoup à Bénédicte pour cette introduction, cette présentation, et on va lui repasser le micro
très rapidement après avoir présenté les grandes lignes du rapport. Merci donc aux trois panélistes, Abdoulaye, Nicolas et Hélène, d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette deuxième session de présentation du rapport. Cette session est en français, sur 4 donc. Merci donc à tous les nombreux participants à la session. On vous connaît avec Elena beaucoup à travers les différentes conférences qu'on a fait passer. Et c'est un plaisir de vous voir, même si c'est malheureusement dans l'espace virtuel. Et donc, du côté du secrétariat, Elena et moi, on sera là pour modérer les questions et donc essayer de passer aux panélistes vos questions. Donc, on va aujourd'hui parler d'un rapport qu'on va lancer. Le constat, c'est que la gestion des finances publiques est extrêmement importante pour la réalisation de ce qu'on désigne comme les 3 objectifs financiers et budgétaires, la discipline budgétaire globale, l'allocation stratégique des ressources et la prestation efficiente des services publics. Et on voit bien dans la crise actuelle à quel point ces 3 objectifs sont impactés par la crise et à quel point le système de gestion des finances publiques est important, encore plus maintenant, pour la réalisation de ces objectifs. Par conséquent, et depuis une vingtaine d'années, que la gestion des finances publiques s'est imposée dans le débat mondial, les pays ont investi énormément d'argent sur la réforme des systèmes de gestion des finances publiques. Et ça fait un peu plus de 20 ans donc c'est dans le débat mondial. Et pour le moment, malheureusement, il n'y a pas encore eu de littérature globale sur la performance globale de la gestion des finances publiques et de ses effets. Alors, il y a des études, certes, mais elles sont plus limitées, soit pays par pays, soit domaine de la gestion des finances publiques par domaine de la gestion des finances publiques. Mais jusqu'à présent, aucun rapport vraiment global sur la gestion des finances publiques n'a été produit. En regard de ça, donc PEFA, qui aussi fête ses 20 ans cette année, et dont le premier cadre est sorti en 2005, a assemblé au cours de ces années un nombre incroyable de données. Pour donner quelques chiffres, nous avons été appliqués, le cadre a été appliqué dans 154 pays autour du monde. Ça donne un ensemble de 675 évaluations au global. Et si vous multipliez ça par le nombre de composantes ou le nombre d'indicateurs, vous voyez bien que le nombre de données, de points de données est extrêmement important tout autour du monde. Mais pour le moment, cette base de données, qui était une richesse du programme PEFA, n'a pas été réellement exploitée. Et c'est tout l'objet de ce rapport que de vous donner la possibilité au gouvernement, aux chercheurs, aux forces de développement, d'utiliser notre base de données et de l'utiliser de manière, je dirais, assez conviviale, c'est-à-dire on sort simplement d'une espèce de fichier Excel pour vous donner par ce rapport la possibilité d'accéder à des visualisations et à des données qui sont pré-travaillées. Pour ça que nous sommes heureux d'avoir sorti ce premier rapport mondial sur la gestion des finances publiques. Et je vais vous montrer dans un premier temps quelques éléments de ce qu'on peut retrouver dans le 3e chapitre de ce rapport sur les données de gestion des finances publiques dans leur ensemble. Et on dira quelques mots ensuite des autres parties du rapport. Très rapidement, donc, on peut extraire des données par groupe de pays, au niveau des revenus des pays. On peut extraire ces données par groupe régionaux. Donc là, sur ce slide, par exemple, on voit les comparaisons entre les grandes régions du monde au niveau de la performance de la gestion des finances publiques. On s'aperçoit par exemple que la performance est meilleure dans la zone Europe centrale, Europe et Asie centrale que dans le reste du monde, que ce soit au niveau de la préparation du budget, que ce soit au niveau de l'exécution du budget ou au niveau de la comptabilité et du reporting. Donc à chaque fois, là, vous voyez bien sur les 3 éléments,
la performance de Europe centrale et Asie centrale est supérieure. À l'inverse, on voit également pour les trois éléments que des marges de progrès existent à la fois dans la région Afrique subsaharienne et dans la région Asie du Sud. En général, autre conclusion qu'on peut tirer de ces premiers éléments, c'est que la performance, et vous le voyez sur le graphique, la performance est meilleure au niveau national qu'au niveau infranational. Performance ensuite, on peut regarder les performances par grands domaines de la gestion des finances publiques, les grands domaines qu'on appelle piliers dans la méthodologie PEFA. Il est clair au niveau du cycle budgétaire que la performance est meilleure dans la préparation budgétaire, donc le pilier 4, que dans le pilier d'exécution budgétaire. Les meilleures fonctions, celles qui performent le mieux, donc au niveau des indicateurs, sont la préparation du budget, la prévisibilité des fonds, la prévisibilité pour l'engagement des fonds, les contrôles des dépenses non salariales et la gestion de la dette. Voilà ce qui performe le mieux. À l'inverse, on retrouve un certain nombre de failles, un certain nombre de moins bonnes performances, notamment pour tout ce qui est supervision et audit externe, mais également pour la gestion des risques et pour l'examen de l'audit par le Parlement. Généralement parlant, au niveau des parlements, on s'aperçoit qu'ils sont meilleurs dans la discussion budgétaire que dans l'analyse des rapports d'audit. En creusant un peu plus et donc en allant au niveau des indicateurs PEFA, on s'aperçoit que la préparation des budgets multiannuels est assez répandue autour du monde, que la documentation budgétaire est fournie, n'est pas tellement un problème, que les fonctions de trésorerie sont généralement assez performantes, que ce soit la gestion du cash ou enfin la gestion de la trésorerie donc, ou la gestion de la dette, et que l'information des redevables de revenus, donc l'information au niveau des impôts, mais également au niveau de l'ensemble des revenus, est de bonne qualité. À l'inverse, eh ben, je vais répéter le message, que les défauts du système, c'est l'audit externe, c'est la supervision, c'est l'audit interne, et ces défauts sont d'autant plus préoccupants quand on injecte une masse importante budgétaire dans les cas de crise, comme c'est le cas actuellement avec la crise du Covid. Donc le fait, par exemple, de devoir passer par des procédures d'urgence nécessite très clairement un audit a posteriori et un audit interne, et ces fonctions sont plutôt défaillantes. Ce qui est préoccupant dans la mesure où là, en l'occurrence, on injecte énormément d'argent dans les systèmes et on l'injecte en utilisant des mesures d'urgence. Au niveau de la performance dans le temps, ce qu'on peut également regarder grâce à ce rapport PEFA, on s'aperçoit qu'en général, la performance s'améliore, mais malheureusement, il existe plusieurs exemples de détérioration de la performance de la gestion des finances publiques. Il est difficile d'attribuer des raisons. On sait que certains facteurs exogènes, les catastrophes naturelles, les conflits armés, les crises sanitaires ou d'autres turbulences dans les marchés internationaux affectent la performance de gestion des finances publiques. Ça c'est clair, on l'a vu dans un certain nombre de pays. Donc, c'est pour dire aussi que le chemin vers l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques n'est pas simplement un chemin sans aléas. Même si on progresse, on peut ensuite arriver à des régressions généralement dues par des facteurs externes. Donc, après avoir parlé de ce qu'on peut trouver dans la partie 3 sur les données, juste pour dire que nous avons une autre partie dans la 4e section du rapport où on va aller un petit peu plus en détail en mettant en exemple 4 rapports au cours des mois récents. 4 rapports un peu exemplaires de certaines tendances de la gestion des finances publiques qu'on va mettre en valeur, et on va aller au-delà des notes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un rapport PEFA, ce sont des notes, mais ce sont également un certain nombre de commentaires et d'informations qui ne sont pas sous la forme de notes, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et c'est ça qu'on met en valeur par cette 4e section. Donc là, on a choisi 4 pays différents, l'Argentine, qui est un pays OCDE, pour montrer également cette tendance à ce que le rapport PEFA soit de plus en plus utilisé dans des pays OCDE, dans des pays de l'UE ou dans des nouveaux pays. Au cours des derniers mois, on a eu des utilisations en Chine, on a eu des utilisations à Bruxelles, en Belgique, on a quelque chose actuellement en Espagne, en Catalogne, on a eu des utilisations en Allemagne, au Mexique. Donc, vous voyez, ce sont des nouveaux pays et c'est une universalisation du cadre PEFA.
clairement, qui concernent, comme l'a dit très bien Bénédicte en introduction, autant le Guyana que la région de Bruxelles. L'Argentine est également intéressante car, si vous le voyez assez rapidement, sa performance est bonne, généralement parlant, notamment pour tout ce qui est transparence. Deuxième pays qu'on a mis en valeur, l'Ukraine, parce que c'est le premier pays à avoir fait un PFA 2016 répété, donc une évaluation successive, et ce qui permet de voir tous les nouveaux domaines introduits par PFA 2016 sur l'investissement, sur la gestion des actifs, etc. Donc là, on a pu voir une évolution, et une évolution aussi assez favorable. Troisième exemple, l'Éthiopie, qui a fait en même temps qu'une évaluation fédérale, l'évaluation de 7 régions, et qui a tiré de ce groupe d'évaluation des conclusions assez intéressantes sur l'impact de la performance sur les services publics. Enfin, en tous les cas, le travail en lui-même était extrêmement intéressant. Enfin, West Bank and Gaza, donc Cisjordanie et Gaza, où la transparence budgétaire s'est assez nettement améliorée. Quelques mots maintenant sur la 5e section du rapport. Cette 5e section, on la veut à l'avenir comme mettant en évidence les rapports entre la gestion des finances publiques et les grands enjeux internationaux. De type enjeux objectifs de développement durable, comme le climat, comme la lutte contre la pauvreté, ou pour cette année-ci, comme l'impact de la gestion des finances publiques sur le genre. C'était assez naturel, puisque nous avons lancé au cours des dernières années un module spécifique du PFA sur le genre, et donc c'était assez naturel que le premier sujet soit un sujet sur le genre. Donc nous avons tiré des conclusions d'un échantillon assez réduit d'évaluation PFA, puisque pour le moment nous avons simplement 8 évaluations PFA genre, mais en addition, en supplément à ces conclusions tirées des évaluations PFA, il y a eu un gros travail de fait par nos collègues du secrétariat qui ont collecté énormément d'études de cas provenant d'autres pays, et donc donnent énormément de matière à cette partie sur la réforme du genre. Quelques conclusions rapides. On voit que la problématique s'impose petit à petit dans la gestion des finances publiques. Elle s'impose à travers les documents d'orientation budgétaire où on discute la problématique genre, et ça, c'est né dans les années 80 en Australie. Ça s'impose également sur l'évaluation ex post des politiques et sur leur impact sur le genre. Ce qu'on voit également dans ce fameux cas qu'on a été collecté tout autour de la Terre, c'est des bonnes pratiques dans l'analyse des données ventilées par genre, par exemple en Corée, ou la production de rapports sur le genre qui implique le Parlement comme affiché. Enfin, comme j'ai insisté dessus, on a assemblé énormément de données pour que les praticiens s'en chargent, pour que les praticiens utilisent ces données pour essayer de développer des futures analyses basées sur la gestion des finances publiques. On donne un certain nombre d'idées, possibilités d'analyse pour le futur qui sont dans le rapport, mais c'est complètement ouvert, et c'est vraiment pour aider les praticiens, les chercheurs à utiliser nos données, les données PFA, qui sont à votre disposition pour jouer avec et les utiliser au mieux pour essayer d'informer les enjeux de gestion des finances publiques dans le futur. Je vais maintenant vous présenter rapidement le rapport, et pour répondre à notre collègue du Sénégal, le rapport n'est pas encore disponible sur notre site internet. Il le sera à la fin des 4 sessions de présentation. Donc voilà, à la fin du mois de février, le rapport sera disponible sur notre site internet. C'est donc un rapport interactif, vous voyez, où on peut, sur le modèle, je ne sais pas si vous avez déjà vu le rapport sur les objectifs de développement durable produit par la Banque mondiale, mais c'est un peu le même modèle, la même configuration. Donc on peut aller chercher les données pilier par pilier, et juste pour montrer quelques caractéristiques et aller très très vite,
D'une part, vous voyez l'interactivité, c'est-à-dire que quand on pointe son curseur sur des graphes, on a immédiatement les données par graphe, donc c'est une très très forte interactivité. On peut partager directement tous les graphes sur les réseaux sociaux, donc ça permet d'illustrer, si vous voulez, des modes de communication sur les réseaux sociaux. Et enfin, caractéristique très importante, on peut télécharger à la fois le rapport et surtout le set de données sur lesquels ensuite vous pouvez travailler. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je repasse la parole à Bénédicte. Merci Guillaume pour cette excellente présentation. Alors, on qu'il y aura encore un peu de suspense. On va attendre jusqu'à la fin du mois. Mais tu as nous donné déjà un avant-goût, ce qu'il y a à exploiter, à explorer dans cette mine d'or de données. Je pense que ça nous donne beaucoup d'envie d'aller au site web à la fin du mois. On note déjà quelques points d'analyse, forces et faiblesses, le niveau de développement, le PFA sous-régional, le PFA répété, etc. Mais je pense que c'est vraiment aussi, disons, cette facilité de naviguer sur cette page web. Bon, on a eu le privilège d'avoir un peu accès en avant, mais je peux confirmer que c'est vraiment quelque chose qui est, disons, qui est un rapport interactif. Et j'invite tout le monde de l'explorer à la fin du mois. Avec cela, on va passer à la partie de panélistes. Et on va commencer avec, bon, on a 3 panélistes, j'ai déjà annoncé. Je commence avec Dr Hélène Barrois, qui est un expert en finances publiques à l'Organisation mondiale de santé, avec 20 ans d'expérience. Elle est spécialisée dans les questions de finances publiques liées au secteur de la santé, pour la Banque mondiale, comme analyste fiscale, et pour l'administration française et l'Union européenne comme expert pour des réformes des finances publiques dans les pays de développement. Elle a fait des publiques et de l'économie de santé avec un PhD de CERDI. Madame Barrois, bon, une question, on voit déjà de votre CV, cet lien entre la santé et les finances publiques, et c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, surtout à ces moments-là. Et c'est aussi un peu ma première question. Pensez-vous que le système de gestion des finances publiques offre des flexibilités nécessaires pour optimiser les résultats de développement au niveau sectoriel, surtout les secteurs santé? Ok, ben merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de rejoindre ce panel. Je voudrais déjà saluer vraiment la publication de ce premier rapport mondial sur donc la gestion des finances publiques, premier rapport PFA. Je crois que c'est vraiment important de rappeler que c'est vraiment le premier rapport de la sorte. Je salue vraiment l'initiative parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce panorama, cette vision générale et un premier résumé des résultats qui ressortent de ces centaines d'évaluations. Vraiment, c'est une initiative extrêmement positive. Effectivement, mettre en lumière ce qui a été présenté dans ce rapport mondial, donc qui parle de la performance générale des systèmes de finances publiques et aussi qui parle de l'évolution de cette performance. Donc, je voulais mettre en relation, cette performance par rapport à la question effectivement de la dépense de santé. Pour plus spécifiquement à votre question, je voudrais peut-être rapidement évoquer 3 points. Le premier point, il a trait à la crédibilité budgétaire.
On voit que dans le rapport que vous présentez aujourd'hui, la crédibilité budgétaire s'est améliorée. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont été mises en place dans les pays qui ont permis d'avoir des budgets qui offrent une plus grande prévisibilité budgétaire. Et je souhaiterais insister sur ce point parce que d'un point de vue du secteur de la santé, c'est fondamental. C'est fondamental pour les services de santé de savoir à l'avance combien de ressources ils vont disposer, d'avoir cette prévisibilité à 2-3 ans, donc notamment l'introduction des cadres de dépenses à moyen terme. C'est quelque chose qui est fondamental, je pense, pour l'ensemble des secteurs, mais d'autant plus pour les secteurs de santé, pour permettre de prévoir et de mieux mettre en œuvre, je dirais, les investissements pour le secteur. Donc vraiment souligner ce point, je pense que l'évolution des systèmes de gestion des finances publiques par rapport à la crédibilité budgétaire est vraiment positive pour le secteur de la santé. La deuxième chose que je voulais souligner a trait à la formulation des budgets. On voit aussi dans le rapport que vous présentez qu'il y a tout de même un changement notoire dans les pratiques des pays à ce sujet. De plus en plus de pays se sont, je dirais, éloignés des budgets qui sont présentés par une classification économique, par intrant, par input, pour évoluer vers des classifications qui sont plus programmatiques ou qui tournent autour de résultats, output-based, d'accord? Et on a vu que ces réformes étaient difficiles dans un certain nombre de secteurs, mais encore une fois, ce que je souhaiterais souligner ici, c'est que d'un point de vue du secteur de la santé, c'est un outil utile. C'est un outil utile, efficace, et je crois à juste titre pour deux raisons. La première raison, c'est que oui, je réponds donc à votre question, ça apporte un certain nombre de flexibilité dans le secteur, et cette flexibilité dans le secteur, on en a besoin, parce que comme on l'a vu cette année, en santé, les besoins évoluent au sein d'une année fiscale, on ne sait pas forcément l'entièreté des besoins au début de l'année fiscale, ça évolue. Donc, on a besoin de cette flexibilité pour mieux gérer la dépense et on a besoin aussi que l'allocation budgétaire soit alignée autour des priorités du secteur. Donc, je crois que l'introduction de cet outil, qui, on le sait, n'est pas facile et compliqué à mettre en œuvre, mais mérite vraiment d'être encouragé dans plus et plus de pays. Le troisième point, si vous me permettez, c'est sur la question de l'exécution budgétaire. J'ai bien lu ce que ce premier rapport PEFA souligne par rapport aux questions d'exécution budgétaire. Et comme l'a rappelé Guillaume en introduction, c'est à nouveau un secteur dont les performances sont les moins bonnes. Dans les indicateurs du PEFA, on voit que cette question de l'exécution du budget reste détériorée. Un certain nombre d'analyses qu'on a initiées aussi dans le secteur de la santé qui est chroniquement sous-exécutés. Les budgets de santé sont de manière générale sous-exécutés. Donc, on essaye de réfléchir aux causes profondes qui peuvent expliquer cette sous-exécution en santé, bien entendu avec des causes qui affectent l'ensemble des secteurs, mais aussi, on a l'impression, un certain nombre d'éléments, de facteurs spécifiques à la dépense de santé. Et donc, ce travail qu'on a initié avec la Banque mondiale et le FMI nous encourage vraiment à voir la collaboration entre, d'un côté, les autorités des finances publiques et de l'autre, les autorités de la santé, de voir comment on peut renforcer vraiment cette collaboration entre les deux entités, entre les deux secteurs, parce qu'il est très clair que l'amélioration des pratiques en matière d'exécution budgétaire est vraiment au cœur du renforcement de cette collaboration. Donc, juste pour conclure, oui, je crois que d'un point de vue santé, il est nécessaire d'avoir les bases essentielles de la gestion des finances publiques. Vous le montrez pour l'ensemble des secteurs et c'est vrai pour la santé aussi. Mais en santé, effectivement, on a besoin d'un certain nombre de flexibilité par une formulation différente des budgets, par une exécution budgétaire peut-être un peu plus souple pour mieux répondre aux besoins du secteur. Voilà, peut-être je m'arrête là pour cette première question. Merci beaucoup, Madame Barbara. On va revenir vers vous après un premier tour, mais je note déjà avec intérêt que, disons, les grandes tendances au niveau de gestion de finances publiques globales, c'est reflet aussi d'une certaine manière
dans les secteurs de santé. Je note également, disons, l'importance de gestion des finances publiques pour les secteurs comme pour des bailleurs, par exemple l'Union européenne, qui font beaucoup d'appui budgétaire sectoriel. C'est aussi peut-être quelque chose important à retenir pour effectivement trouver aussi, disons, peut-être des indicateurs ou d'appui spécifiques au secteur en lien avec la gestion de finances publiques. Avec cela, je voudrais passer à M. Abdoulaye Traoré, qui est inspecteur du Trésor et qui dispose d'une expérience professionnelle de 19 ans dans l'administration publique malienne et qui occupe actuellement le poste de coordinateur de la cellule d'appui à la réforme de finances publiques et qui est un service rattaché au secrétariat général du ministère de l'économie et des finances au Mali. La cellule a pour mission d'animer et de coordonner des activités se rapportant à la politique de réforme de finances publiques. Monsieur Traoré, une question qui se pose maintenant, c'est aussi lié à la digitalisation ou au système d'informatisation de gestion des finances publiques. Et je serais intéressé d'avoir votre opinion, comment vous voyez le rôle de la technologie sur le PFM, par exemple le IFMIS ou le e-procurement, le système basé sur les clouds, etc., qui émergent dans le monde post-Covid-19. Merci bien pour cette question, mais avant, je voudrais quand même saluer l'initiative et également remercier les organisateurs pour nous avoir associés, pour avoir associé le Mali à cette initiative, surtout à travers ma modeste personne, pour que nous puissions présenter quand même l'expérience du Mali en la matière. Je pense que par rapport au système d'information en matière de gestion des finances publiques, pour ce qui concerne le cas du Mali, je pense que c'est important de signaler que le Mali, quand même, par rapport à son expérience, a fait le choix d'adopter ce que nous appelons la politique des petits pas. Ça veut dire que nous avons développé des applications métiers par grande direction. Et cette procédure a bien entendu ses avantages et ses inconvénients, surtout quand on met la question en relation avec le Covid. Le Covid qui a quand même mis en nu, bien évidemment, la fragilité de nos systèmes de gestion des finances publiques, fait que cette politique d'aller vers des applications métiers par grande direction est coûteuse en termes de coûts, puisque l'ensemble de ces directions, si je prends le cas du Mali, nous avons à peu près en matière de dépenses 5 applications, et en matière de recettes 3 applications. Et ces différentes applications tournent sur des environnements différents, ce qui fait qu'en termes de coûts, ça coûte extrêmement cher à l'État. Mais globalement, en termes de gains de productivité, je peux dire qu'aujourd'hui, le fait que ces différentes applications sont interfacées fait que, en termes de gains de productivité, nous avons engrangé des résultats quand même assez significatifs. Aujourd'hui, les différents états de sortie se font bien évidemment dans les délais requis. Au-delà de cela également, pour ce qui concerne le volet recettes, les questions liées à la prévisibilité, par exemple, sont bien gérées à ce niveau. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, au niveau du Mali, le système d'information dont nous disposons fait qu'aujourd'hui, nous avons, en termes de gains de productivité, des avancées notables, mais également en matière de transparence, puisque comme vous le savez, quand on a un système d'information
robuste et que l'intervention humaine est moindre par rapport à l'ensemble du processus, ça fait qu'on a un système beaucoup plus transparent. Mais je dois dire qu'il y a des efforts très importants à fournir malgré ces avancées-là, puisque aujourd'hui, tout ce qui concerne les états de sortie, au-delà du fait que ces applications métiers sont interfacées, mais il y a toujours des besoins de pointage par rapport à certains états de sortie. C'est d'ailleurs cela, cette insuffisance qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer vers un système intégré, qui fera que ce qui concerne la chaîne d'exécution de la dépense publique, nous aurons ce système unique avec une base de données unique va faire en sorte que notre système de gestion des finances publiques sera beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus transparent. L'autre élément dont vous avez évoqué par rapport au là, c'est des actions que nous comptons, que nous avons déjà entamées. Je pense que 2021 fera que ces actions pourront être menées comme on le souhaite, puisque nous voudrions aller vers une dématérialisation totale de la chaîne de passation des marchés. Faire en sorte que ce système de passation des marchés accorde une égalité des chances à tous les acteurs de la commande publique, que tu sois dans les régions ou bien que tu sois dans la capitale, et l'ensemble des acteurs puissent postuler à la commande publique et que l'intervention humaine par rapport à tout ce qui a trait aux documents physiques soit minimisée. Donc, l'avenir est là, aller vers une dématérialisation totale de la commande publique et migrer vers un système d'information intégré en matière de gestion des finances publiques. Donc, voilà un peu pour le cas du Mali. Donc, globalement, ce que je peux dire en matière de système d'information, il y a des acquis importants qui sont là. Ces acquis font qu'aujourd'hui, toute la chaîne de la dépense publique, toute la chaîne des recettes est informatisée. Mais nous voudrions aller au-delà, laisser les applications métiers et aller vers un système intégré. Et indépendamment de cela également, pour tout ce qui concerne la mobilisation des recettes, aller vers les outils modernes tels que les téléservices. Et là-dessus, des avancées notables sont enregistrées pour ce qui concerne les grandes entreprises. Et là, nous voudrons évoluer au-delà des grandes entreprises, aller vers les moyennes entreprises et également vers le secteur informel, faire en sorte que le niveau des ressources engagées par l'État puisse atteindre un certain niveau. Donc, voilà en gros ce que je peux dire par rapport au système d'information du Mali et comment est-ce que nous comptons évoluer pour que ce système d'information soit beaucoup plus robuste et que nous puissions anticiper sur les questions, notamment tout ce qui est arrivé à travers le... Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bré, pour partager cette expérience du Mali. Je note avec intérêt que, bon, d'abord, vous avez commencé de dire, vous suivez disons, cette... Allô? Oui, j'ai continué. Interfacier les différents systèmes, je pense qu'il est très important. Vous avez mentionné les gains au niveau de productivité, mais aussi de transparence et vos objectifs d'aller vers un système intégré et vers la dématérialisation, surtout des marchés de passation. Merci pour cette expérience. On va revenir vers vous dans la suite. On enchaîne avec Nicolas Lécrin, qui est responsable d'équipe projet et spécialiste de finances publiques en sein de division de gouvernance de l'AFD. Il a débuté sa carrière en tant que chercheur au Royaume-Uni,
puis été consultant pour différents bailleurs comme l'Union européenne avant de rejoindre le ministère français de l'Affaires étrangères. Il a occupé le poste de conseiller régional de coopération pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Burkina Faso. Il a rejoint l'AFD en 2017 pour développer le portefeuille de projets en appui aux réformes des finances publiques en Afrique et en Amérique latine. Monsieur l'écrivain, la réaffectation de budget au secteur de santé, on revient vers ces sujets, et les lancements des plans de relance ambitieux font partie des mesures fiscales prises pour contrer les crises sanitaires et économiques du Covid-19. Mais ces mesures drastiques peuvent poser des problèmes de transparence importants. On a entendu le fameux quote do what it takes, but keep the receipt. Faites ce qu'il faut faire, mais gardez les reçus de l'FMI. Comment pouvons-nous renforcer la capacité de gestion des finances publiques pour améliorer la gouvernance et les résultats du développement pendant et après la crise Covid-19? Monsieur l'écrivain. Monsieur l'écrivain? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci beaucoup. Comme mes collègues panélistes, je tiens à vraiment saluer le travail sur ce rapport global qui est une première, qui rassemble, collecte, analyse une quantité importante d'informations qui permet des comparaisons internationales et pour l'Agence française de développement, c'est un outil. C'est un outil que l'on va utiliser en parallèle des différentes évaluations PEFA que l'on peut financer et que l'on peut utiliser. Alors, pour répondre à votre question, je vais répondre en 2 points parce qu'il y a le maintenant et l'après. Donc peut-être d'abord sur le rôle de la GFP dans la réponse à la crise, le ou l'avant, enfin malheureusement on y est encore, et un peu les perspectives d'évolution de la GFP pour mieux répondre aux objectifs de développement. Donc sur le premier point, je dirais qu'il faut vraiment souligner que cette réponse exceptionnelle a constitué un réel enjeu pour les pays, mais aussi pour les bailleurs comme l'AFD. L'AFD a engagé quelques 2,8 milliards d'euros dans des projets de réponse à la crise en 2020. Et, le défi a été de concilier à la fois l'impératif de rapidité et de flexibilité pour répondre aux besoins de nos partenaires, tout en respectant les règles de contrôle, de transparence et de redevabilité. Ces règles de contrôle, de transparence, de redevabilité sont bien sûr essentielles en temps normal, mais apparaissent encore plus fondamentales en crise, et ça a été rappelé par Guillaume Brûlé au départ. Fondamentales à plusieurs niveaux, au niveau de la conception des plans de riposte, pour renforcer la confiance et l'acceptabilité des citoyens, au niveau de la mise en œuvre des plans, pour s'assurer que les dépenses sont utilisées aux fins prévues, et bien sûr au niveau ex post, afin de rendre compte de la mise en œuvre de ces plans de réponse. En interne à l'AFD, face à ces défis, il faut vraiment souligner l'importance pour nous des évaluations PEFA en tant que diagnostic de performance de gestion des finances publiques. Ces évaluations PEFA, leur contenu, leur analyse, ont constitué un outil essentiel pour orienter le mode opératoire de nos opérations d'appui au plan de riposte, en particulier dans le cadre des appuis budgétaires, financement budgétaire. En effet, en fonction des niveaux de performance des PEFA, on a privilégié plutôt des financements fongibles dans le budget de l'État ou des financements affectés à des dépenses précises pour limiter les risques et bien sûr avec la réalisation d'audits externes. Donc c'est vraiment un outil essentiel qu'on utilise constamment, mais qui a montré vraiment sa valeur ajoutée dans cette période où il fallait répondre de façon rapide. Et
je dirais que globalement, cette crise a révélé, et mes collègues l'ont redit précédemment, a révélé l'importance d'un système de performant de gestion des finances publiques pour répondre rapidement et de manière adaptée au choc. Et à ce titre, et Guillaume Burillet l'a rappelé, ce rapport global, à travers des comparaisons et tendances internationales, donne des informations très intéressantes sur des mécanismes qui devraient particulièrement être renforcés, et je pense notamment à la supervision, l'audit interne et l'audit externe. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, un peu pour quel peut être le rôle de la GFP dans les objectifs de développement. Quand on parle d'objectifs de développement, on pense bien sûr à l'agenda 2030 qui arrive à échéance malheureusement dans peu de temps, dans seulement 9 ans. Donc pour aligner la GFP, les gestions des finances publiques à ces objectifs de développement de l'agenda 2030, je pense qu'il est important que la GFP intègre d'une part les enjeux de changement climatique, mais de diversité, afin d'engager une transition verte et bas carbone. Il a été rappelé au départ que le PEFA a lancé un nouveau module PEFA Climat, et je pense que ça sera un outil très intéressant en termes d'information, de diagnostic sur la sensibilité des mécanismes de gestion des finances publiques sur le climat. Ce sera un outil très intéressant pour améliorer les mécanismes de GFP dans ce domaine. Ensuite, un deuxième élément, je pense qu'il est important que l'on surmonte les goulots d'étranglement sur la délivrance des services publics. La crise Covid, et on en est tous conscients, a mis une pression énorme sur les processus de production de services publics dans la plupart des pays, en particulier dans le domaine de la santé. Et je pense qu'en termes d'information, il me semble important de renforcer la connaissance des liens entre GFP et délivrance des services publics. Et à ce titre, j'ai noté à un moment dans le rapport, dans la dernière partie du rapport global, la nécessité de renforcer la performance de la GFP des ministères sectoriels. Et quelques questions qui me semblent intéressantes sont posées par le rapport global. À quels défis ces ministères sont-ils confrontés dans l'exécution des activités de la GFP? Quel soutien est nécessaire pour renforcer leur capacité? Quel serait l'impact de l'amélioration de la performance de la GFP sur les prestations de services publics? Donc, toutes ces questions, bien sûr, qui commencent à être abordées, qui sont déjà abordées, mais ça mériterait d'être certainement plus approfondies. Ensuite, un autre élément, un peu comme sur la question du climat, la question du genre. À mon sens, une reprise inclusive et plus rapide après la pandémie nécessitera un accent plus marqué sur l'égalité de genre. Le PEFA a pris cette question à bras-le-corps, on peut dire, puisqu'il y a un nouveau module PEFA genre est en vigueur et qui pourra, j'en suis sûr, accompagner les décideurs. Ensuite, et on l'a évoqué aussi un petit peu avec M. Traoré, mieux intégrer la question des enjeux de la révolution numérique me semble aussi un point important, dans le sens où la technologie pourrait améliorer la délivrance de certains services, renforcer la collecte des recettes. Bien sûr, il faudra des mesures pour réduire les risques, exclusion numérique, cyberattaques, etc. Et ce dernier point me semble aussi un enjeu que la GFP doit intégrer pour répondre aux objectifs de l'agenda 2030. Voilà, merci pour voilà ma réponse pour cette première question. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'écrivain. Bon, je pense comme un très important bailleur du fonds, l'AFT est face à beaucoup de défis aussi qui sont des défis des autres bailleurs. Je pense cette question d'agir, d'un côté d'agir rapidement pendant la crise, mais de l'autre côté d'assurer aussi des contrôles et la rétabillabilité sont de défis très réels. Et je pense qu'on a aussi noté qu'effectivement le rapport global souligne ces faiblesses aussi dans les contrôles externes et internes. Ça me rappelle d'un rapport qui était fait aussi, je pense,
Sierra Leone pendant l'épidémie Ebola sur le contrôle externe, qui a aussi montré, disons, le faiblesse du système pendant cette choc externe. Mais je pense que ça nous encourage tous de mettre peut-être plus d'accent sur ces aspects, justement pour la prochaine, disons, pour le prochain choc qui va venir d'une manière ou l'autre. Je notais aussi, disons, l'importance de nouveaux développements au niveau de changement climatique, des questions de genre, qui sont maintenant aussi, disons, avec le nouveau module intégré dans le concept de PFA. Avec cela, je retourne à Madame Barois pour une deuxième question. Quels sont, à votre avis, le domaine le plus critique de la gestion des finances publiques où des recherches supplémentaires sont nécessaires et où le rapport mondial pourrait contribuer à l'avenir? Madame Barois. Oui, j'aimerais revenir sur ce point de la question de l'exécution budgétaire, parce que, en tout cas, d'un point de vue sectoriel, vous savez, c'est souvent perçu comme une sorte de boîte noire. On ne sait pas bien pourquoi, en fait, le budget, en particulier le budget de la santé, n'est pas dépensé complètement. Et souvent, on associe ce problème à un problème de capacité d'absorption, comme on dit, du ministère de la Santé et des autorités de santé. Mais quand on creuse un petit peu plus, on peut voir effectivement qu'il y a une myriade de facteurs qui influent sur la performance de l'exécution budgétaire. Donc, je crois que c'est vraiment une zone de travail, un domaine de travail à approfondir. Comme je l'ai dit, l'OMS a initié un programme de réflexion sur ce sujet et on serait vraiment ravis de travailler avec plus de pays sur ce sujet et aussi avec le secrétariat PFA pour vraiment fournir une plus grande et une meilleure compréhension de ce problème. Quelles sont les causes du côté de la santé? Quelles sont les causes plus systémiques du côté de la gestion des finances publiques pour qu'enfin on puisse mieux travailler ensemble et prioriser vraiment une meilleure réponse à ce problème chronique. Merci beaucoup. C'est bien clair, une axe de travail et des recherches à approfondir l'exécution du budget pour mieux comprendre ces contraintes de capacité d'absorption. Je pense effectivement, avec le rapport global, il y aura, je pense, beaucoup des académiciens qui vont se lancer avec ces données d'aller plus loin. Je me retourne vers M. Traoré pour, disons, un peu classique, la question de hiérarchisation des réformes. C'est disons, une question qui, disons, on se pose souvent, qui reste d'une très grande importance. Comment vous voyez ce scénario émerger dans le monde post-Covid sur la question de la priorisation? Monsieur Traoré. Extrêmement importante pour nous. Ça tient au fait qu'il y a une rareté des ressources dans notre pays. Et si on combine à cela l'effet de la COVID, donc la hiérarchisation est extrêmement importante pour nous. Donc, par rapport à cette hiérarchisation, tous les programmes de réforme GFP que nous avons eu à mettre en place, nous avons tenu compte de cela. Et avec le programme en cours même, nous avons essayé de renforcer ce dispositif pour tenir compte d'un certain nombre de choses, parce que notre réforme GFP vit dans un environnement. Donc, il y a des facteurs endogènes aussi bien que des facteurs exogènes. Donc, ces éléments
méritent d'être prises en compte dans la hiérarchisation. Ce qui fait que dans ce processus-là, nous parvenons à dégager des priorités. Ces priorités tiennent compte d'un certain nombre de critères. Le premier critère étant l'approche par les normes. Cette approche par les normes tient compte du fait que le Mali se soumet de façon volontariste à des évaluations, notamment l'évaluation PEFA, et on le fait en étroite coordination avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, le fait que nous nous soumettons à ces différentes évaluations fait que ces outils diagnostiques dégagent des insuffisances pour lesquelles nous devrions adresser des réformes. Donc, dans notre dispositif de priorisation, nous tenons compte de ces éléments-là. L'autre élément, c'est l'approche par l'effet de développement. L'approche par l'effet de développement veut que le fait que la réforme JFP est adossée à un programme global, qui est le cadre stratégique pour la croissance et le développement durable, qui tient en compte tout ce qui a trait aux objectifs du développement durable. Donc, notre système de priorisation tient compte de cela. L'autre approche également, c'est le fait que le Mali appartient à des espaces communautaires. Au niveau de ces espaces communautaires, il y a des critères de convergence qui sont là. Donc, dans la hiérarchisation de nos activités de réforme, notre objectif de priorisation tient compte également de cela. Toutes les actions, je prends un exemple tout simple par rapport au taux de pression fiscale, toutes les actions qui contribuent à améliorer ce taux de pression fiscale, notre programme de réforme met plus le curseur sur cela. Donc, pour me résumer sur cela, je dirais que tous nos programmes de réforme JFP tiennent compte de cette hiérarchisation qui est bâtie autour de trois priorités et trois approches prioritaires. L'approche par les normes, l'approche par l'effet de développement et l'approche par rapport aux engagements communautaires. Et pour insister sur l'approche par les normes, je dirais d'ailleurs que au-delà des évaluations qui sont faites chaque 3 ans, le Mali a fait le choix de mettre en place une équipe d'auto-évaluation qui évalue régulièrement conformément aux normes PEFA pour faire en sorte que nous puissions être dans l'anticipation, mettre en exergue nos insuffisances et pouvoir les corriger dans notre programme de réforme des finances publiques. Ça, c'est une nouveauté que nous avons insérée pour tenir compte de cet aspect de hiérarchisation. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, Monsieur Traoré. Je pense que c'était très clair et ça souligne aussi la valeur du PFA comme l'approche par les normes est basée sur cet outil. Et je pense le lien avec, disons, l'effet de développement est aussi très bien compris et apprécié. Je voudrais maintenant encourager tout le monde de aussi penser à des questions dans les chats. J'ai une dernière question pour Monsieur l'écrivain, mais après on va passer à la disons, session questions et réponses. Monsieur l'écrivain, qu'on est confronté souvent, c'est la question, ou bien c'est que il y a plusieurs réformes qui ont l'air de très bien sur les papiers, mais qui ne produisent pas forcément le résultat concret dans les pays qui sont attendus. Comment on peut faire mieux? Merci pour cette deuxième question pour ma part. En fait, je pense que cette question fait référence au facteur de succès d'une réforme de gestion des finances publiques. La littérature l'a largement abordé. Je vais peut-être rappeler quelques facteurs qui me semblent particulièrement importants. Je dirais qu'un premier facteur est le fait qu'une réforme doit être impulsée localement et bénéficie d'une vision partagée des objectifs à atteindre. Bien sûr, il faut un engagement politique, un consensus sur les réformes au sein de l'administration. Et je dis tout ça en tant que bailleur, parce que lorsque les réformes sont poussées
l'extérieur par les bailleurs, comme l'AFD ou d'autres. Sans appropriation, il y a un vrai risque de ne atteindre les objectifs envisagés. Donc, l'enjeu de l'impulsion locale de la réforme est fondamental. Bien sûr, il n'y a pas d'approche standardisée des réformes, et il faut que les réformes prennent en compte le contexte local, les priorités, et tirent les leçons des expériences passées. Un deuxième facteur qui me semble important, et M. Traoré l'a un peu évoqué, c'est, à mon sens, une réforme doit également s'inscrire dans la durée et être mise en place selon un processus graduel. Il faut fixer des objectifs réalistes et séquencer les réformes. À titre d'exemple, l'expérience française montre qu'une réforme budgétaire basée sur la performance peut mettre 10 ans pour être complètement effective. Un troisième facteur qui me semble important, c'est la question de la coordination. Une bonne coordination entre les secteurs, les ministères sectoriels, le ministère des Finances et le ministère des Plans est souvent un élément clé des réformes de GSP. Par exemple, le succès dans la mise en place des budgets de programme dépend en grande partie des travaux au niveau sectoriel. Un quatrième facteur, bien sûr, les réformes doivent être accompagnées de renforcement de capacité des différentes parties prenantes. Mais il faut un bon séquençage et bien sûr être en ligne avec les besoins. Un dernier facteur important, à mon avis, dans le contexte actuel, c'est prendre en compte les chocs exogènes. Une réforme est un processus continu, en grande partie un processus d'apprentissage. Et les changements de l'environnement économique, social ou politique peuvent nécessiter de réexaminer certaines mesures de réforme. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de mener des évaluations régulières pour s'assurer que les réformes sont sur les rails, identifier et mettre en œuvre des mesures correctrices, réadapter le programme. En somme, il n'existe pas de solution unique, standardisée, pour la conception et la mise en œuvre des réformes de GSP. L'évaluation PEFA, comme d'autres diagnostics de gestion des finances publiques, est là pour donner des baselines, pour accompagner la formalisation et l'adaptation des mesures de plan de réforme. À ce titre, il est important de réaliser ces évaluations PEFA ou d'autres diagnostics de façon régulière. Et à ce titre, j'ai noté dans le rapport global une conclusion encourageante. J'ai vu que le rapport indique que les pays ont en moyenne amélioré leur score moyen dès de leurs premières évaluations PEFA à la dernière. Alors bien sûr, il y a des exemples de détérioration, mais selon le rapport, ces détériorations sont souvent attribuées à des facteurs externes. Donc c'est une conclusion qui me semble encourageante. Pour terminer ma réponse, je voudrais souligner le gros travail réalisé par le secrétariat PEFA dans le développement d'un nouveau guide, le volume 4, sur l'utilisation du PEFA dans les réformes de gestion des finances publiques. Ce volume 4 complète, à mon avis, le processus d'évaluation PEFA. C'est intéressant parce qu'il donne des indications aux décideurs pour guider la mise en place et le suivi des stratégies de réforme. Donc, c'est un outil qui complète la palette du PEFA pour finalement faire qu'on ait des réformes bien sur le papier et bien en réalité. Voilà, merci. Merci, monsieur l'écrivain. J'ai une question de Salé Bourrin qui est la suivante. J'ai une question, oui, pour monsieur Traoré. Dans les contextes de la pandémie, quels sont les points critiques auxquels les pays doivent être attentifs afin de s'assurer que les trois objectifs clés de la gestion des finances publiques, discipline budgétaire, discipline budgétaire, allocation stratégique des ressources, prestation efficace de services
publiques sont attendues? Monsieur Traoré? Donc, merci bien pour cette question. Je pense que cette question, le PEFA règle cette problématique. C'est d'ailleurs en cela que la crise Covid, à notre avis, malgré le choc que ça a fait sur notre système de gestion des finances publiques, si on respectait un peu les critères liés à la prévisibilité qui fait que il y a des provisions qui sont constituées par rapport à ces genres de risques, ça allait nous permettre d'anticiper sur les effets négatifs de la COVID. Donc, je pense que la discipline budgétaire peut nous permettre de gérer ces genres de crises, notamment en donnant plus de poids par rapport à nos outils de prévision et en faisant en sorte que nos États, dans le cadre de la préparation de leur budget, puissent abonder cette ligne de provision pour faire en sorte que nous puissions dorénavant anticiper sur ces genres de crises. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question de suite, peut-être à tout le monde, aussi à M. Traoré. Comment vous jugez, disons, la question de volonté politique pour des réformes de gestion des finances publiques dans la situation actuelle? Est-ce que, disons, vous voyez une volonté politique disons, plus grand ou bien il y a plus de concurrence sur l'attention politique avec d'autres priorités? C'est une question est liée à ça. Comment on peut faire l'argument pour l'importance des réformes des gestionnaires en finances publiques dans la situation actuelle? Monsieur Traoré, vous voulez prendre la parole encore? Ou bien monsieur l'écrivain, peut-être c'est aussi quelque chose, bon, vous pouvez répondre. Ok, merci bien, je vais y aller. Je pense que la question du portage politique en matière de réforme GFP est extrêmement importante. Une réforme de cette envergure ne peut pas atteindre les résultats escomptés sans ce portage politique. C'est d'ailleurs en cela que nous, dans le cadre de l'ensemble des programmes de réforme que nous avons eu à piloter, on fait de telle sorte qu'une fois que les techniciens élaborent le programme de réforme GFP, on prend des dispositions pour que ça soit adopté au niveau politique, notamment en Conseil des ministres, pour assurer ce portage politique. C'est d'ailleurs ce portage politique qui a fait que, malgré les différentes crises que le Mali a vécues, le programme de réforme des finances publiques a continué à être financé à travers le budget national, bien entendu avec l'accompagnement des partenaires qui interviennent sur la réforme. Donc, pour moi, ce portage politique est vraiment essentiel. C'est difficile d'atteindre les résultats escomptés en matière de réforme GFP sans ce portage politique. Et je pense d'ailleurs avec cette crise liée à la COVID, nous travaillons à ce que ce portage politique puisse mieux être renforcé. Et c'est en cela d'ailleurs que, pour le cas du Mali, le comité technique qui gère le programme de réforme des finances publiques, qui est l'organe décisionnel, avant c'était présidé par le secrétaire général, mais maintenant c'est le ministre de l'économie et des finances qui préside pour donner encore plus d'envergure à ce portage politique. Merci. Merci, M. Traoré. J'ai reçu une question dans les chats pour M. l'écrivain. Est-ce qu'il ne serait pas paradoxal que d'un côté, au cours des années récentes, les grandes tendances de la réforme des gestions de les finances publiques a été d'apporter plus de souplesse dans les processus de dépenses et allègement des contrôles, alors que d'autre côté, la gestion des crises requiert apparemment une supervision
plus étroite et révèle le manque du côté de l'audit externe et de la supervision par le Parlement. C'est aussi une question qui est très liée aux résultats du Global Report. Monsieur l'écrivain. Oui, merci. Merci pour cette question. J'ai le sentiment que j'ai le sentiment en fait que la crise actuelle que l'on vit a posé la question des fondamentaux des finances publiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur l'audit, le contrôle, et le global montre bien que ce sont souvent des mécanismes qui sont à renforcer. Je pense pas que avant la crise, les objectifs étaient d'alléger les contrôles. Je pense que on a toujours été, l'idée est toujours de renforcer ces contrôles. Alors peut-être d'avoir des contrôles plus sélectifs lorsque c'est possible, un contrôle par les risques, mais l'objectif est bien de renforcer le système d'ensemble, l'exécution pour que l'on ait des dépenses qui soient réalisés pour les objectifs fixés. Mais je pense que le point central de cette crise a été de mettre en avant les fondamentaux qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir répondre dans l'urgence. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question qui concerne Madame Barois. Je lis, s'agissant de la présentation très intéressante de Madame Barois sur la santé, la sous-exécution des crédits ne concerne pas tout le système des finances publiques et l'ensemble des zones du monde. Quels sont les trends ou les tendances par région en matière de gestion des finances publiques relatives à la santé et dans le cadre de la gestion de la crise? Madame Barois? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur une question précédente qui était posée dans le chat. Donc, je vais répondre à ces deux questions. La première question était sur le lien entre la planification du budget et l'exécution du budget. Donc, je reviens sur ce point parce qu'il me paraît effectivement important. On a des évidences qui montrent que quand le budget est mal défini, qu'il n'est pas aligné avec les priorités, qu'il est mal costé, que les coûts sont pas bien estimés, tous ces facteurs vont bien entendu contribuer à limiter la bonne exécution et la bonne mise en œuvre du budget. Donc, effectivement, la question est intéressante parce que ça nous permet effectivement de rebondir sur le fait que la mauvaise exécution est liée à un certain nombre de facteurs, notamment des facteurs qui sont bien en amont de la dépense, des facteurs qui sont liés à la manière dont les budgets sont formulés, la manière dont les budgets sont estimés, et qui donc impliquent des actions, je dirais, très en amont de la chaîne de la dépense. On voit bien que ce n'est pas simplement quand l'argent est décaissé, mais bien en amont, ça implique des réflexions et des réformes plus fondamentales pour arriver à une meilleure exécution en santé. Deuxième point, on m'interroge effectivement sur les tendances d'exécution du budget dans le secteur de la santé. Les premières analyses aujourd'hui qui ressortent de notre travail est que, en fait, dans l'ensemble des pays à revenus faibles et intermédiaires, low and middle income countries, en moyenne, entre 2008 et 2016, le budget santé est systématiquement moins bien exécuté que d'autres budgets, en général pour l'ensemble de la dépense ou en particulier pour le budget de l'éducation ou d'autres secteurs avec lesquels on a comparé. Donc, il ressort quand même de cette grande tendance qu'il y aurait un certain nombre de spécificités liées à la dépense de santé qui ferait que, effectivement, ce budget est moins bien exécuté que les autres. Dit, bien entendu, je suis complètement d'accord avec ce commentaire. Il y a aussi des cas dans un certain nombre de pays où le budget est surexécuté, c'est-à-dire qu'on dépense plus que l'allocation qui a été
voté en début d'année ou alors qui a été revu après à mi-parcours, ça ne veut pas forcément dire que c'est une meilleure performance, puisque ça sous-entend que probablement aussi le budget qui avait été voté peut-être n'était pas suffisant, n'était pas suffisamment réaliste ou pas crédible, un certain nombre de critères. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à cette question, je crois qu'il faut voir la question de l'exécution budgétaire dans son ensemble, que ce soit une sous-exécution ou une sur-exécution, voudra dire bien entendu une mauvaise performance, donc il y a quelque chose à faire. Dernier point que je souhaite souligner, ce qui s'est passé au niveau de la crise du Covid, en tout cas dans les analyses qu'on a faites, on a vu qu'en fait, bien entendu, les mêmes boulots d'étranglement restaient. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays qu'on a regardés, à nouveau, la dépense de santé n'était pas bien exécutée. Mais ce qui a peut-être changé la donne dans un certain nombre de cas, c'est que des ajustements ou des nouveaux mécanismes ont été introduits pour la dépense Covid, permettant d'accélérer cette dépense, de libérer plus facilement l'argent, un certain nombre de procédures d'autorisation automatique et plus rapides dans un certain nombre de pays, des décaissements aussi au profit des fournisseurs de soins directement pour leur permettre de vraiment répondre directement en termes de tests et d'accès au traitement. Donc, un certain nombre de mécanismes qui ont permis d'accélérer et d'améliorer, je dirais, la mise en œuvre des budgets qui ont été adoptés pour la réponse Covid. Ce qui m'amène à dire que si on regarde un peu au-delà de cette crise, il y a peut-être effectivement un besoin de saisir cette crise comme une opportunité positive et voir dans quelle mesure il serait possible d'une certaine façon de sustain en anglais, donc de soutenir un certain nombre de mécanismes flexibles qui avaient été introduits pendant cette crise, voir dans quelle mesure on pourrait les maintenir ou réfléchir autour de ces questions-là pour accélérer, rendre plus flexible, rendre plus responsive la dépense dans le secteur de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Barois. J'ai une dernière question pour le secrétariat PEFA. En fait, c'est deux questions un peu liées. La première, c'est la question comment vous voyez, disons, le défi actuel pour le travail du PEFA, la question des PEFA en distance, l'accès au pays, etc. Et la deuxième, est-ce que le rapport global est quelque chose qui va être un événement disons, annuel? Est-ce que dans vos plans, il s'agit de quelque chose qui soit être mis à jour chaque année? Merci. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ces très intéressantes questions. Je vais commencer par la seconde sur le rapport global. Oui, il est prévu effectivement qu'il soit publié régulièrement. Chaque année, pas forcément. Ça pourrait être chaque année, ça pourrait être tous les 2 ans. L'idée, enfin, c'est un gros travail, c'est un gros travail de collection. L'idée, c'est vraiment de lier, comme on l'a expliqué, cette initiative de rapport global à notre engagement plus fort dans le domaine de l'utilisation des données pour la recherche en gestion des finances publiques. Et donc, le steering committee, le comité de pilotage du PEFA a décidé depuis plusieurs années, en fait, de soutenir des projets de recherche et donc alloue des fonds pour la recherche sur la base, en fait, des rapports PEFA. Et donc, ça, c'est un tournant qu'on a pris depuis quelques années. Et donc, il y aura une articulation entre cette volonté d'accroître la recherche sur un certain nombre de domaines et le rapport annuel. Et j'espère que les deux vont se répondre. Donc oui, c'est une première et c'est avec l'idée d'avoir une régularité de la publication de ce rapport. Ça, c'est sur la deuxième question. Sur le premier point, les évaluations continuent. Certaines sont faites à distance. Donc, j'ai en tête
un rapport provisoire qui est arrivé au secrétariat il y a quelques jours et qui a été fait intégralement à distance et en 6 mois. D'autres posent un peu plus de soucis de ne pas pouvoir être sur place. Donc vraiment, ça dépend des situations. Et pour aider un peu les équipes sur le terrain ou les équipes à la fois gouvernement et partenaires du développement et aussi consultants qui mettent en œuvre les réformes, nous venons de publier un blog sur comment faire des évaluations PFA en temps de Covid. Donc, vous pourrez trouver ça à la fois sur les blogs PFM de la Banque mondiale et sur le site PFA. Donc, nos collègues ont publié ce blog sur la partie process méthodologique. Et puis, on avait publié également il y a quelques mois, au début de la crise, donc il y a presque un an malheureusement, un blog sur qu'est-ce que regarder dans un rapport PFA pour être au courant de la capacité des systèmes de gestion des finances publiques à gérer la crise. Donc ça, c'était une espèce de modus operandi sur comment lire un rapport PFA pour savoir à peu près dans quel état se situe le système GFP avant de mettre des ressources dedans. Mais le message là-dessus, c'est qu'on peut continuer à faire des diagnostics. On voit bien l'intérêt d'avoir une bonne connaissance des systèmes de gestion des finances publiques en temps de crise. C'est faisable avec quelques caveats que dans certains pays, ça ne se passe pas aussi bien que dans d'autres. Et il y a tout un tas de raisons qui sont détaillées dans le blog pour améliorer les chances d'un processus réussi. Merci, Guillaume, pour ces explications additionnelles. En fait, on arrive à la fin de notre session. Je voudrais juste souligner quelques points très rapides. Je pense on s'est réjouis tous de cet lancement du premier rapport global. Je pense, comme je dis au début, c'est une mine d'or pour des praticiens, pour des académiques, pour les bailleurs de fonds, pour les pays en développement et comme pour les pays développés. Je pense que ça arrive à un temps très opportun, on peut dire. Ça souligne pas mal des défis qui sont même plus grands maintenant pendant la crise et qui peuvent aussi orienter, disons, des réformes et peuvent aider à prioriser. Je me réjouis aussi de toutes les différentes expériences qu'on a partagées pendant cette session, surtout, disons, l'expérience pays, l'expérience sectorielle. Et finalement, c'est aussi très bien que je trouve maintenant ces rapports, c'est comme un global public good, vraiment quelque chose qui peut être utilisé, exploité. Et j'invite tout le monde à le faire à partir de fin du mois. Avec cela, je voudrais remercier beaucoup le secrétaire PFA, je voudrais remercier beaucoup les 3 pénalistes et vous tous. On était une très de participants très nombreuses. Et avec ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à tous. Merci au revoir. beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir.